politique sociale, pas toujours, une politique sociale plutôt développée, devrait être fait également par les grandes entreprises qu'on désigne souvent comme étant hors sol et un peu déconnectées de leur territoire et des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux qui les entourent. Voilà, donc le rapport Nota-Sénard a placé le cadre. Si certains d'entre vous ne l'ont pas lu, même si ça a un an, ça n'a pas vieilli, ça ne se lit pas exactement comme un roman policier, mais c'est une très très bonne lecture que je recommande, c'est tout à fait digeste. Alors deuxième chose, issue du rapport Nota-Sénard, la loi Pacte, qui est une loi extrêmement fourre-tout, donc je ne vais pas tout commenter, mais il y a deux, trois choses qui sont intéressantes dans la loi Pacte, notamment la notion d'intérêt social, qui est une notion jurisprudentielle, qui avait été fixée par le fameux rapport Viennot, pour ceux qui s'intéressent à la gouvernance de 1995, qui montrait déjà que l'intérêt de l'entreprise ne pouvait pas se résumer à l'intérêt des actionnaires et que l'entreprise pouvait poursuivre d'autres objectifs que simplement la seule satisfaction de l'intérêt et des attentes des actionnaires. La prise en compte des considérations environnementales et sociales ou sociétales, et puis la possibilité de la raison d'être. La notion de raison d'être avait été fixée par le rapport Nota-Sénard, elle a été reprise quasiment dans les mêmes termes par la loi Pacte, avec une différence importante, c'est que Nota et Sénard recommandaient que la raison d'être, définir sa raison d'être, c'est-à-dire l'essence de l'entreprise, ce qu'elle veut apporter, le cap qu'elle veut prendre, au-delà donc de dégager des résultats financiers qui sont vus comme un moyen, mais certainement pas comme une fin. La loi Pacte a repris cette notion de raison d'être, avec la seule différence que ce qui était considéré comme obligatoire dans le rapport Nota-Sénard devient facultatif avec la loi Pacte. Donc ayez ça en tête, la raison d'être, ça reste complètement facultatif. Certaines entreprises s'en saisiront et d'autres choisiront de ne pas le faire. Voilà pour l'essentiel sur la loi Pacte, qui est en train de finir son parcours législatif, puisqu'elle est en discussion aujourd'hui même au Sénat, et le vote définitif aura lieu à peu près mi-mai. Voilà. Et enfin, dernière chose dans ces 10 minutes, et vous allez avoir là le slide le plus triste du Salon Pro Durable. Il est très triste parce qu'il est très juridique, mais malheureusement c'est un peu un point de passage obligé, c'est un peu une figure imposée, parce que on entend dire vraiment, alors là pour le coup, tout et n'importe quoi sur raison d'être d'un côté et société à mission de l'autre, donc je crois que c'est pas inutile de fixer les idées. Donc, je rappelle en quelques mots les définitions. La raison d'être, c'est l'essence de la société, la boussole qui guide sa stratégie, le phare, pour reprendre un terme du rapport Nota-Sénard, le phare qui donne la direction de là où elle veut aller. Donc, la raison d'être, c'est en général une phrase ou deux relativement courte, qui peut être ensuite développée et éventuellement développée pour chacune des parties prenantes auxquelles elle s'adresse. La raison d'être s'adresse à toutes les parties prenantes, c'est aussi l'engagement et la contribution que l'entreprise souhaite faire vis-à-vis des enjeux sociétaux, environnementaux qui l'entourent. Ça c'est la raison d'être, c'est essentiellement un outil managérial, si vous voulez, qui n'a que peu d'incidence juridique. En revanche, quand on parle de mission, alors là, il faut accepter de rentrer dans les fourches codines de la loi Pacte, et tout au long de la discussion parlementaire, les critères pour définir ce que c'est qu'une société à mission n'ont fait que se renforcer, avec une sorte d'angoisse terrible qui a saisi députés et sénateurs, angoisse classique du greenwashing, du social washing, donc angoisse de voir des entreprises s'emparer du terme société à mission et s'en prévaloir alors qu'elles auraient des comportements qui ne seraient pas bien alignés avec la mission qu'elles proclament. Donc, les sénateurs et les députés n'ont cessé, lors de ces 12 derniers mois, d'ajouter des critères ou de renforcer les critères pour essayer d'éloigner le spectre du green ou du social washing, ou maintenant, comme on dit, voilà un nouveau terme, du raison d'être washing. Donc, puisque nous en sommes là, je vous commente rapidement, et puis après c'est promis, j'arrête et on passera à la vraie vie, mais je vous commande rapidement les 5 critères qui font la différence entre avoir une raison d'être et puis pouvoir prétendre à être une entreprise à mission. Alors, premier critère qui n'est pas mince, il faut bien sûr avoir une raison d'être, mais qu'elle soit également inscrite dans les statuts, ce qui n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez très bien vous contenter de définir une raison d'être, de la déployer auprès de vos employés, de vos clients, de vos parties prenantes, sans aller jusqu'à l'inscription statutaire.
L'inscription statutaire n'est pas neutre, hein, elle nécessite une assemblée générale des actionnaires dédiée à ce sujet, donc vous ne pouvez pas noyer le sujet parmi un ordre du jour bien chargé, et elle nécessite, comme tout changement statutaire, une majorité des 2/3. Hein, donc c'est pas innocent. Donc première condition, une raison d'être inscrite dans les statuts de l'entreprise. Deuxième condition, inscrire également, toujours dans les statuts de l'entreprise, les objectifs sociaux et ou environnementaux que l'entreprise se donne pour remplir cette raison d'être. Hein. Donc la raison d'être, ce n'est pas juste une proclamation, il doit y avoir derrière des engagements, des actions concrètes ou des objectifs, pour reprendre le terme de la loi Pacte, qui sont déterminés et qui ne sont pas seulement déterminés par le management, mais qui sont également inscrits dans les statuts, donc approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires. Hein. L'idée ici, c'est bien de mettre noir sur blanc dans les statuts des choses qui ne pourront pas ensuite être attaquées par éventuellement des actionnaires minoritaires, hein, les fameux activistes dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui pourraient venir dénaturer la mission que s'est assignée l'entreprise. Troisième condition, une condition de gouvernance, elle aussi assez stricte, avoir un comité de mission qui permettra de faire le suivi de cette raison d'être et de ses objectifs sociaux et environnementaux. Et ce comité de mission présentera chaque année un rapport à l'Assemblée générale des actionnaires pour dire, voilà, cette année, ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait pour donner vie, donner chair à cette raison d'être et aux objectifs sociaux et environnementaux qui y sont liés. Quatrième condition, qui n'est pas moindre, vérification des actions qui ont été déployées pour atteindre les engagements par un tiers externe indépendant. Donc là, ça va être fixé par un décret en Conseil d'État. On ne sait pas encore bien qui seront ces tiers et qui sera éligible à être tiers. Est-ce que ce sera des sociétés d'audit? Est-ce que ce sera des entreprises ou des organisations comme Lucie? Ou est-ce que ce sera des entreprises de notation comme Vigeo ou autres? On ne sait pas encore. Et ce tiers vérificateur rédigera lui aussi un avis, non pas un rapport, mais cette fois un avis, qui sera joint au fameux rapport dont je vous parlais dans la condition 3, c'est-à-dire au rapport fait par le comité de mission, qui lui-même d'ailleurs sera annexé au rapport annuel. Hein, donc aura la même valeur de communication au tiers que le rapport annuel. Et enfin, dernière condition, qui est toute récente, là, qui a surgi dans le débat parlementaire à l'Assemblée il y a quelques semaines, la qualité de société à mission pourra donc être déclarée par les entreprises qui veulent s'en prévaloir, hein, qui veulent mettre par exemple sur leur en-tête commerciale entreprise à mission. Ça devrait être déclaré au greffe du tribunal de commerce, et le greffe du tribunal de commerce aura pour mission de vérifier que toutes les conditions statutaires que je vous ai indiquées, notamment la 1, la 2 et la 3, qui toutes les trois doivent être inscrites au statut, sont effectivement bien dans les statuts d'entreprise, et le greffe publiera la liste des sociétés à mission. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement strict. Donc pour conclure, moi je dirais que tel qu'on peut le prévoir et le dessiner aujourd'hui, ma conviction, après ça n'est qu'un avis, hein, chacun a son avis de citoyen, ma conviction c'est que la notion de raison d'être est une notion qui va être très fortement répandue. Je pense que beaucoup d'entreprises vont s'en emparer parce que ça a des avantages évidents sur le plan stratégique, sur le plan ressources humaines, marque employeur, attirer les générations Y, donner du sens au travail, parce que ça permet également de renouer le lien avec les parties prenantes. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui travailleront sur leur raison d'être. L'entreprise à mission, comme son nom l'indique, c'est un peu un truc de missionnaire, ça sera un peu, je pense, une avant-garde, parce que les 5 conditions que j'ai énoncées sont quand même extrêmement strictes, et c'est pas en claquant des doigts qu'on les obtient. Ça a l'avantage, en revanche, d'éviter le raison d'être washing qui a fait peur à beaucoup. Merci Martin. Alors maintenant, on va passer à Frédéric et Emmanuel. Vous êtes tous les deux membres de la communauté, donc Restoria est labellisé et Simplon devrait l'être très prochainement. Concrètement, vous n'avez pas attendu la loi Pacte pour intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à votre activité. Vous faites déjà de la RSE pour Restoria et pour Simplon, vous êtes une entreprise ESUS. Donc concrètement, comment ça se traduit dans tous les jours chez Restoria et chez Simplon? Emmanuel, peut-être. Bonjour. Concrètement, comment ça se traduit? Bien, déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, alors on est labellisé ici depuis
2013, je crois, je ne sais plus tout à l'heure, mais depuis 2013. Et si on est labellisé Lucie, c'est parce que on est une entreprise de restauration collective familiale qui a été créée en 1970 à Angers. On reste une grosse PME, une petite équipe entre les deux, comme vous, puisqu'on est 800 collaborateurs. Et en fait, tout a commencé pour nous en 2005. En 2005, on a eu un déclic et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est la prise de conscience de la notion de développement durable, tout simplement, qui est arrivée chez nous en 2005. Et en 2005, on a décidé d'écrire dans la stratégie de l'entreprise, donc c'était déjà dans le plan stratégique de l'entreprise en 2005, la volonté pour nous d'être un exemple de développement durable dans notre métier. On a écrit ça parce que ça nous semblait une condition de la survie. Et nous, on fonctionne beaucoup en mode survie, c'est comment on fait pour être encore là demain et après-demain, comment on fait pour que les générations futures puissent être encore là demain et après-demain. Et donc on s'est dit, on veut que l'entreprise survive, et donc qu'elle soit encore là demain. Donc déjà en 2005, on a écrit dans notre plan stratégique cette volonté d'agir en termes de développement durable de la manière la plus large possible. Donc voilà d'où c'est né, comment c'est venu chez nous dans l'entreprise. Et de là sont arrivées une ouverture extraordinaire et plein d'actions sur les trois thématiques globales et que tout le monde connaît par cœur, du développement durable, les trois sphères fameuses, les trois fameuses sphères. On a commencé comme tout, à l'époque, en tout cas en 2005, on commençait surtout par l'environnement, c'était sur ça auquel on pensait en 2005. Et puis après, on s'est aperçu que c'était bien plus que ça, donc on a élargi, on a creusé, on allé beaucoup plus loin. Donc on a mis en place énormément d'actions jusqu'à aller vers se rendre compte que finalement, derrière, ce que l'on faisait, c'était aussi intéressant pour les parties prenantes, c'était pas que pour nous, donc après on a élargi aux parties prenantes. Et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure, jusqu'à aller vers Lucie en 2013. Et puis, on en parlera tout à l'heure là, mais on a fait d'autres choses il y a 2 ans. On a imaginé une mission et on se pose la question, on répondra tout à l'heure, faut-il aller sur l'entreprise à mission maintenant? Voilà, donc c'est quelque chose qui vient de loin pour nous. Ça fait 14 ans qu'on a commencé vraiment à être moteur et à se dire, c'est ça ou on disparaît. Merci, moi j'ai toujours un peu honte parce que pour le coup vous avez été labellisé Lucie quand nous on est nés. Donc vous voyez un peu la différence de. Voilà, donc c'est bien de rétablir aussi un peu les choses. Donc à Saint-Plon, effectivement, comme tu l'as dit, Émilie, on est une entreprise sociale d'utilité solidaire. Donc ce statut un peu bizarre créé par la loi de 2014 par Benoît Hamon qui permet à des entreprises commerciales d'être agréées par la directe et par l'État après la prise d'un certain nombre d'engagements qui sont statutaires mais qui vont plus loin que le statut. Donc chez nous c'est natif, on va dire. Moi j'ai souvent coutume de dire qu'il y a 3 façons de faire des trucs bien quand on est un entrepreneur. Il y a avant le profit, c'est-à-dire la RSE, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on produit ou on fait des choses de manière responsable. Après, il y a ce qui fait le profit, donc ce qui fait l'activité, le cœur de l'activité, est-ce que ça a de l'impact, et si oui, positif ou négatif. Puis après le profit, on peut être un philanthrope, on peut monter des fondations, on peut revendre sa boîte, etc. Donc ça, moi j'aime bien. Donc nous, on est vraiment sur nativement une activité dont le cœur statutaire et le cœur d'activité, c'est créer des emplois en faisant des formations gratuites pour des gens éloignés de l'emploi. Donc le cœur, effectivement, de Saint-Plon est à impact. C'est une entreprise qui est drivée par l'impact. Et donc, il était hyper naturel pour nous de choisir ce statut, avec quand même un choix assez fort de dire qu'on est une entreprise commerciale. Et effectivement, tu as évoqué le fait qu'on vient de lever 12 millions d'euros, mais on vient de lever 12 millions d'euros dans le cadre de notre agrément ESUS, donc une lucrativité limitée auprès d'investisseurs qui sont des investisseurs à impact, qui gèrent par exemple l'épargne salariale solidaire des salariés français, et donc auprès d'un type d'entrepreneur, d'un type d'investisseur un peu spécial, parce qu'effectivement il y a des grosses levées aussi qui se font, mais pas pour le même type d'investisseur, pas au même taux, pas avec les mêmes catégories de TRI ou de retour. Moi je dis souvent que le statut ne fait pas la vertu, et c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là, je la dois un tribut à Jean-Marc Borrello qui sait de quoi il parle. Donc il y a beaucoup de statuts, beaucoup de labels. Nous on a choisi celui-là, on aurait pu peut-être en choisir un autre. La gouvernance participative à Saint-Plon dans le cadre du NESUS, elle est extrêmement poussée. Donc on a un comité des parties prenantes externes, on a un COMEX avec des membres de l'équipe qui sont désignés par les équipes. On a été une des premières entreprises de l'EESS à mettre les délégués du personnel du CSE dans les boards. Donc la première fois qu'on a envoyé un ordre du jour de board à nos investisseurs, ils nous ont dit mais c'est qui les 2 nouveaux là? Il y a des nouveaux actionnaires, on n'est pas au courant. Non, c'est les délégués du personnel. Ah bon, bah alors on fait comment? On fait un board normal où on se dit tout et puis après on en fait un. Non, bah on va. Ils ont dit ça en plaisantant, mais en même temps, voilà, ils l'ont dit. Et donc on fait un vrai board avec les délégués du personnel, on parle de tout.
Et il y a quelque chose d'important, peut-être on commence à mettre les pieds dans le plat, hein, tu avais dit sans concession. Dans une ESUS, il y a un écart maximum entre le plus petit et le plus grand salaire. Donc il y a quelque chose qui est sur la rémunération et quelque chose qui est aussi sur le partage du profit et de effectivement le réinvestissement, le fait de caper les dividendes, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les labels et dans toutes les missions et dans tous les critères. Et moi, qui me semble capital, donc c'est effectivement ce choix qu'on a fait. Merci Frédéric et Emmanuel. Bon, maintenant, cette question, elle se traite peut-être moins à Frédéric Bardot, mais pourquoi pas. Bon, et maintenant que la loi Pacte existe presque, la mission, on y va ou on n'y va pas? Juste, j'enchaîne un tout petit peu, parce que j'ai écouté avec attention les critères et je me suis dit, alors est-ce qu'on est dedans? Parce que j'avais jamais fait cet exercice, mais étant une ESUS, c'est vrai que ça ne nous réveille pas la nuit de savoir si on a une entreprise d'admission ou pas. Et donc on n'y est pas, parce que les engagements et les objectifs chiffrés ne sont pas dans les statuts. Ils sont annexés au pacte d'actionnaires, ils sont dans le business plan qu'on négocie chaque année, mais ils ne sont pas dans les statuts, donc ça ne le ferait pas, comme on dit. En revanche, effectivement, la gratuité de nos formations, le fait qu'on vise des publics éloignés de l'emploi, ça c'est marqué noir sur blanc dans les statuts. Et je crois même qu'on a un petit bout de raison d'être, hein, puisque dans le préambule des statuts, on dit que Simplon existe pour que le numérique soit un levier d'inclusion et de solidarité. Donc ça commence à ressembler à une raison d'être. Mais par contre, on n'y est pas encore. Voilà. Mais en revanche, on a démarré une labellisation Lucie, parce que dans l'ESS, la spécialité c'est de dire, mais nous on est tellement sociaux par définition, on ne va pas s'embêter avec de l'écologie ou avec de la RSE. Et en fait, si, parce qu'on est souvent dans l'ESS assez nul sur la partie écologique, par exemple à Simplon, on est nul sur les impacts environnementaux. Vraiment, c'est une cata. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et après, sur les RH aussi, on pourrait imaginer que dans l'ESS, c'est un peu compliqué, les RH parfois. On tire un peu sur nos salariés, c'est un peu compliqué. Donc là aussi, le statut ne fait pas la vertu. Et c'est vrai dans l'autre sens, parce que j'ai eu le plaisir de croiser le stand de Philippe Maurice à ProDurable. Et là, je me dis, bah voilà, une entreprise qui fait certainement de la RSE, mais après, le cœur du business, est-ce qu'il a un impact? Oui, je crois qu'il a un impact. Emmanuel? Alors pour répondre sur la question de faut-il aller vers l'entreprise à mission, je n'ai aucune idée aujourd'hui. On va peut-être se poser la question un jour, on ne s'est pas encore posé, on sent qu'elle commence à poindre. Nous, il y a une chose intéressante, c'est que, je vous l'ai dit, en 2005, on a inscrit la volonté pour nous d'être un exemple de développement durable, parce que ça nous semblait une condition de notre survie. Et l'entreprise a été créée en 1970 par le père de mon associé et par mon père. C'est une entreprise familiale. Nous l'avons rachetée en 2001, cette entreprise-là. Et quand on l'a racheté, on a fait comme tout bon entrepreneur, on a fait un plan stratégique à 5 ans. Logique, banal, c'est habituel. Donc on a fait 2001-2006, puis 2006-2011, 2011-2016. Et quand on a voulu écrire le plan 2016-2021, on a voulu faire un peu différemment. Et puis on s'est dit, mais finalement, faire un plan à 5 ans, bah, c'est bien un plan 5 ans. Mais quand on s'imagine dans 5 ans, on s'imagine un peu comme aujourd'hui. On a pris un peu en bon point, peut-être, dans tous les sens du terme. Mais c'est à peu près pareil. On ne voit pas forcément les vrais enjeux, les vraies difficultés, ce qui va vraiment faire en sorte qu'on sera encore là demain ou pas. Je reviens encore à la notion de survie. Comment je serai encore pour être là demain ou après-demain. Donc en fait, on a fait différemment à ce moment-là. Au lieu de se projeter à 5 ans, on est allé voir des gens qui habituellement ne conseillent pas trop les entreprises. Peut-être que certains les connaissent. D'ailleurs, il s'appelle Yannick et Sandrine Roulouse, un cabinet qui s'appelle Alternité. Ils ont une maison d'édition aussi, à la Versalé, qui également fait des ouvrages que je vous conseille à lire. Avec eux, on a fait un exercice assez particulier. On s'est projeté à 20 ans, donc on s'est projeté en 2036. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui fera que notre entreprise, Restoria, existera ou n'existera plus en 2036? Quels sont les véritables enjeux, les vraies choses qu'il faut prendre en main? Est-ce que, par exemple, il y aura encore du pétrole pour faire tous les tracteurs, pour que les agriculteurs puissent faire pousser les céréales dont on a besoin, nous, après? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Donc on s'est posé un tas de questions. Est-ce que nos clients auront encore besoin des repas comme ça? Ou est-ce qu'ils passeront par un truc comme Uber ou je ne sais quoi d'autre? Qu'on a été ubérisé, c'était le mot à la mode il y a 3 ans. Donc on a posé les véritables enjeux à cette époque-là et on a abouti à un truc qu'on a appelé notre vision. Pas notre mission, je vais venir après. Notre vision, la vision 2036. Donc ce à quoi Restoria devra ressembler et en tout cas ce qu'elle devra avoir fait en 2036 pour encore être là. Donc derrière, il y a 4 axes, je ne vais pas les prendre en détail maintenant, mais il y a 4 grands axes avec des vrais défis, des choses qui nous paraissent absolument insurmontables aujourd'hui. Mais il va falloir que nous surmontent, parce que sinon on ne sera plus là.
Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. On sait très bien qu'en termes de réchauffement climatique, si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut mettre en œuvre le fameux facteur 4, de réduction des émissions de CO2, réduire par 4 nos émissions de CO2. On sait très bien que tout le monde ne le fera pas, et donc on n'y arrivera pas. Et donc si on veut nous contribuer un peu plus, nous on s'est mis comme objectif arriver à 0 émission de CO2 en 2036. Alors ça paraît juste infaisable, on y arrivera. Voilà. On y arrivera, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on y arrive. Comment, je ne sais pas encore, on a fixé le cap. On ne sait pas le chemin encore, on ne connaît pas le chemin, mais on sait là où on veut aller, on sait l'Everest qu'on veut franchir. Donc ça, c'est un des Everest. En fait, on a plusieurs Everest sur plusieurs thématiques pour arriver à 2036. Et puis quand on a fait ça, on s'est aussi posé la question, avec Yannick et Sandrine, de se dire, mais ok, mais en fait, l'entreprise, elle sert à quoi? Restoria, ça sert à quoi? Quelle est l'utilité de Restoria? Quel est son sens? À quoi ça sert ce truc-là? Est-ce que ça sert juste à gagner du fric, ou est-ce que ça sert à autre chose? Donc on est arrivé à, alors c'était en 2006, la loi Pacte, on n'en parlait pas, le rapport Sénat non plus, on est arrivé à écrire une raison d'être ou une mission. Alors nous on l'a appelé mission, en fait c'est une raison d'être, mais on l'appelait mission, et puis comme on l'appelle mission chez Restoria depuis 2 ans, je ne vais pas changer le nom maintenant, parce que les collaborateurs ne vont pas comprendre pourquoi avant c'était une mission, ça s'appelle une raison d'être maintenant, donc ça va rester notre mission. Donc notre mission à nous, elle est connue depuis 2 ans, elle est connue par tous les collaborateurs. Notre mission, c'est défendre une restauration vraie et sincère. Défendre une restauration vraie et sincère, c'est notre mission, elle est écrite, elle est affichée partout, elle est connue de tout le monde, et c'est ce qui nous guide, constamment. À chaque fois, on se dit, mais est-ce que ça permet de défendre une restauration vraie et sincère, cette action-là? Oui, non, comment, etc. Donc ça, c'est vraiment ancré depuis 2 ans maintenant, et puis je pense qu'on va aller beaucoup plus loin, parce que Laetitia, qui est en face de moi, qui s'en occupe, qui est en service RSE, et qui est aussi là aussi pour motiver les troupes et être l'autre garant. Alors peut-être que Laetitia est le point 3 en fait, c'est ça? C'est 3, c'est l'instance interne qui vérifie que la mission est bien suivie. Donc on a le point 3, merci Laetitia. Donc on a peut-être des petites choses déjà en place. On est labellisé ici, c'est peut-être le point 5, j'en sais rien, ou 4. Donc on se pose la question, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'entreprise à mission? Oui, non, peut-être. Moi j'y vois des avantages quand même à cette notion d'entreprise à mission. Et contrairement à ce qu'a dit un certain sénateur il n'y a pas très longtemps pour retoquer la loi Pacte en première lecture au Sénat en disant une entreprise n'est pas là pour faire de la philosophie, elle est là pour gagner de l'argent. Monsieur Gabouty, je ne suis pas d'accord avec vous. Une entreprise n'est pas là pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, pour moi, c'est juste un moyen. Ce n'est pas l'objectif. On ne fait pas d'entreprise pour gagner de l'argent. Enfin, si, certains peut-être, mais moi pas. En tout cas, nous, on fait, c'est le sang. La gagne d'argent, c'est le sang qui permet de faire vivre le corps, en fait. Donc on a besoin de faire vivre ce corps parce que ce corps a une mission, défendre une restauration sincère. Pour ça, il faut gagner de l'argent. Mais l'argent, c'est juste un moyen, ce n'est pas l'objectif. Et donc, moi, les intérêts que je vois à l'entreprise à mission, la première chose que j'y vois, c'est le fait que c'est opposable aux parties prenantes, juridiquement opposable aux parties prenantes. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est d'ailleurs comme ça, je comprends qu'il y a la notion de Benefit Corporation, qui n'est pas Bicorp, ça n'a rien à voir, mais Benefit Corporation aux États-Unis, avec Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, c'était ça au début, c'était d'avoir une mission qui soit opposable en cas d'attaque en bourse par quelqu'un qui voulait changer la vision d'entreprise. Donc moi, le premier avantage, c'est opposable. Ensuite, c'est un engagement clair, c'est le rendre visible, sincère auprès de tout le monde. Bon, moi j'y vois des intérêts. Maintenant, j'ai une crainte qui m'a été partagée d'ailleurs dans le métro d'ailleurs par une amie avec qui je discutais sur l'entreprise à mission. Elle me disait, moi j'ai très peur de l'entreprise à mission, et c'est la crainte que vous évoquiez un instant, c'est est-ce que l'entreprise à mission, c'est pas le nouveau washing? Est-ce que c'est pas le nouveau washing? Parce qu'elle me dit, j'ai assisté à une conférence très intéressante l'autre jour, mais je suis sorti au bout de quelques minutes parce que en face de moi, j'avais une très grande entreprise multinationale qui expliquait à quel point l'entreprise à mission c'était génial et qu'ils allaient devenir eux-mêmes entreprise à mission. Ils avaient écrit une raison d'être qui faisait 1 page et demie, un truc colossal. Et elle me dit, mais d'ailleurs, on la connaît cette entreprise. Enfin, si eux deviennent entreprise à mission, je ne comprends plus bien, quoi. Donc voilà, donc parfois c'est un peu ma crainte, ma licence, c'est je m'attends de voir en fait ce que va devenir l'entreprise à mission avant de savoir s'il faut y aller ou pas y aller. Merci. Très brièvement, en 1 minute chacun, est-ce que vous pourriez conclure concrètement l'entreprise à mission? Ça apporte quoi de nouveau? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau aussi? Je reviens à mon point du début, le statut ne fait pas la vertu et l'entreprise à mission ne fait pas la vertu. Donc là encore, c'est la capacité à rendre des comptes et à démontrer qu'au-delà du déclaratif, il y a vraiment des choses qui se font. Voilà, ça c'est là-dessus que comme tout le monde en fait on est jugé, c'est nos actes qui nous définissent, c'est pas nos paroles, même si parfois on l'oublie.
Et puis après, là aussi j'y reviens, dans les critères d'une entreprise à mission, voilà, il manque des choses sur le partage de la valeur, sur la rémunération, sur le profit. Et puis une entreprise à mission, je ne reprends pas l'exemple de Philippe Maurice, ça ne veut pas dire qu'elle a le cœur de son business est quelque chose qui est intelligent pour la planète. Et on pourrait imaginer une entreprise d'armement qui soit une entreprise à mission. Voilà, je vous laisse là-dessus. Deux petites choses que m'inspire le débat. La première, c'est la notion de convergence entre deux mondes qui étaient autrefois séparés, hein, celui de l'ESS et celui de l'entreprise normale, habituelle, corporate, on pourrait dire. Et finalement, 2019 rejoint 2014. 2014, c'était la loi sur l'ESS qui a voulu créer des points de repère, notamment avec le label ISUS. 2019, c'est la loi PAC qui, elle aussi, au travers de l'article 61, veut créer des points de repère. Donc on a finalement deux mondes qui autrefois étaient très étrangers l'un à l'autre, qui confirment le fait qu'ils sont en train de converger. Et ça, pour moi, c'est très positif parce que ça n'a plus beaucoup de sens d'avoir ces deux mondes totalement séparés. Et la deuxième chose que m'inspire le débat, hein, puisqu'on a un représentant ESUS et un représentant Lucie, c'est qu'apporte la raison d'être par rapport à une labellisation, que ce soit ESUS ou Lucie. Et je crois que la clé, elle est dans la mise en perspective, dans la question du sens. C'est-à-dire que définir une raison d'être ou une mission, c'est s'obliger, même si on est par ailleurs déjà assez bon, on est déjà labellisé Lucie, donc on est conforme à un certain référentiel, ISO 26000 pour ne pas le nommer, même si on est dans cette situation-là, eh bien, la raison d'être oblige à se poser les questions de fond. Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce que le monde serait différent si Restoria n'existait pas, si Simplon n'existait pas? Et en quoi, quel est l'essence véritable de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Quel est notre projet commun? Et ça, c'est une question absolument essentielle qui ne se pose pas suffisamment dans les entreprises. Et c'est l'intérêt, me semble-t-il, de la raison d'être et de la mission, de reposer ces questions essentielles qui, et je finis là, c'est deux enjeux majeurs qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui dans les entreprises qui est de redonner ou de retrouver du sens dans son travail. Donc je suis quand même frappé, notamment dans les jeunes générations, du nombre de salariés qui vont au boulot, pas forcément avec le ventre noué, mais en ayant l'impression qu'ils vont juste gagner leur vie, quoi, et qu'ils n'y trouvent pas grand-chose d'autre. Donc redonner du sens au travail dans l'entreprise, et également, comme le suggérait Frédéric tout à l'heure, redonner du sens à l'entreprise dans la société. Et c'est cet emboîtement du sens au travail dans l'entreprise et du sens à l'entreprise dans la société que la raison d'être ou la mission aide les entreprises à bien aligner. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait, sur l'entreprise à mission. On en parle beaucoup. Alors, elle n'est toujours pas votée, la loi PAC, l'article 61 n'est toujours pas passé pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il est étudié au Sénat aujourd'hui et demain, en deuxième examen. Donc, c'est pas passé. Aujourd'hui, les seules personnes que je vois qui me disent qu'il ne faut pas créer le statut d'entreprise à mission, ce sont les sénateurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre qu'un sénateur me dire il ne faut pas créer le statut d'entreprise à mission. Est-ce que quelqu'un dans la salle me dit il ne faut pas créer le statut d'entreprise à mission? Levez la main, ceux qui me disent qu'il ne faut pas créer ça. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi les sénateurs n'en veulent pas. Non, la vraie question, c'est pourquoi ils sont pas dans la salle. Moi, j'ai des idées. Je pense que certains du MEDEF ont une opinion qui va dans le sens du vote des sénateurs. Mais moi, je suis aussi un peu dans le MEDEF et j'ai pas eu de gens contre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est têtu. Le MEDEF a décidé de se doter du raison d'être. C'est la moins gentille. Et c'est vrai que je ne vois que les sénateurs qui sont contre l'entreprise à mission. Ça m'interpelle beaucoup. Merci à tous les trois. On va passer aux questions. N'hésitez pas. Bonjour, Sylvie Calais, je suis consultante transfuge de la communication et du vilain monde de la société de consommation et essayant de faire ma part. J'avais une question pour Martin et aussi pour Monsieur Solou qui concerne le vocabulaire. Parce que vous expliquez vision, mission, en plus dans la loi Pacte, dans l'article 61, dans le corps du texte, on parle à un moment de raison d'être, à un moment de mission. Comme on ne fait pas tout de tout ça, quand vraiment on veut inscrire les choses dans la loi et qu'on veut pouvoir parler le même langage d'une entreprise à l'autre, ce qui visiblement s'avère compliqué.
Disons que le dernier débat parlementaire à l'Assemblée nationale, celui qui a eu lieu il y a quelques semaines avant que ça reparte au Sénat, a justement permis, me semble-t-il, de clarifier, j'espère une bonne fois pour toutes, la différence entre raison d'être et mission qui était dans le brouillard pendant tout le débat parlementaire antérieurement, avec des acceptations différentes. Pourquoi? Parce que l'entreprise à mission, c'est un thème dont s'est saisie par exemple l'équipe de chercheurs de l'École des Mines, Blanche Segrestin, Armand Hatchuel, etc. depuis plusieurs années, Kevin Levillain. Ils ont fait un travail absolument remarquable, des publications, donc ils ont leur approche de l'entreprise à mission. Il y a l'ESS qui parle aussi beaucoup d'entreprises à mission, donc du coup, on ne savait plus trop où sont les réalités. Donc c'est quand même un beau mérite, même s'ils ont érigé, me semble-t-il, ce qui ressemble un peu à une muraille pour protéger la mission, c'est quand même un mérite d'avoir clarifié les choses avec les 5 conditions que je vous ai données. Donc maintenant, on sait répondre à la question, qu'est-ce qui est différent entre simplement avoir une raison d'être et être une entreprise à mission? On sait répondre, c'est les 5 conditions que j'ai fixées tout à l'heure. Donc quand même, ça clarifie pas mal le débat. Bonjour. Pour apporter ma réponse, parce que vous me questionniez aussi, j'avais exactement la même question, je l'ai posée à Martin il y a quelques jours, pour dire finalement, alors raison d'être, mission, c'est quoi, ça va où, etc. Moi je dis c'est une mission chez vous, en fait c'est une raison d'être, mais c'est vrai que c'est parfois un peu perturbant. Et j'ai eu la chance, vendredi dernier, d'accueillir un ministre d'entreprise et d'échanger avec lui justement sur le fait que on est parfois perdu, quoi. Entre une loi, parce que sur d'autres thèmes, parfois des lois vont dans un sens et d'autres vont dans l'autre sens, et qu'à un moment, si on peut prendre le temps de se poser, juste se poser un petit peu et d'écrire le truc bien tranquillement, ça serait pas mal, ça éviterait en effet toutes ces interrogations que l'on a à un moment dans un sens ou dans l'autre. Je suis un peu perdu, comme on l'est tous à un moment. Surtout qu'on peut utiliser le mot mission sans être une entreprise à mission. C'est une mission d'entreprise. On va prendre une autre question. Oui, bonjour, mon nom c'est André Coupé. Je voudrais poser la question à nos deux chefs d'entreprise par rapport au contrôle, le contrôle de la mission, qui est le troisième point que Martin nous a montré, par un comité de mission ou par le conseil d'administration. Telle est ma question, parce que pour moi la mission est tellement forte, elle n'est pas qu'à fin sociale, elle a une finalité économique et elle a une finalité sociétale, je dirais. Donc c'est le cœur de l'entreprise. Faut-il un comité de mission à côté du conseil d'administration, selon vous? Réponse rapide, s'il vous plaît. Ouais, moi ça va être compliqué parce que le conseil d'administration, c'est des gens qui sont là parce qu'on a un impact. Donc c'est vrai qu'il y a une fusion un peu des choses. On a un comité d'audit. Maintenant, on a un comité de la rémunération, même dans une ESS, avec un encadrement. Je ne pense pas qu'on créera un autre comité. Mais c'est vraiment spécifique au statut. Mais peut-être que tu as envie de... Alors, il y a la dernière enquête là, qui a été faite par le cabinet des enjeux et des hommes montre qu'il y a déjà un quart des grandes entreprises en France qui ont un comité de parties prenantes. Donc pour celle-là, c'est gagné, quoi. Ce sera très certainement le comité de parties prenantes qui se saisira de cette problématique. Après, est-ce qu'il faut créer quelque chose d'ad hoc si on veut vraiment effectivement être une entreprise à mission? Ça fait partie des critères, donc il faut le faire d'une façon ou d'une autre. La loi n'impose, sur la composition de ce comité, la loi n'impose qu'une seule chose, c'est qu'il y ait au moins un salarié. C'est plutôt bien. C'était d'ailleurs pas dans la première version de la loi, ça a été gagné par les députés, et c'est plutôt bien parce que ça évite effectivement d'avoir un comité un peu à la botte du conseil d'administration ou du COMEX. Mais c'est le seul critère imposé par la loi. Elle dit même qu'en dessous d'un certain seuil d'effectifs, je crois que c'est 50 salariés, on n'a pas besoin d'un comité, il suffit d'avoir une personne qui est un salarié qui se chargera de faire ce travail. Donc il y a aussi une tentative de prendre en compte, en tout cas d'éviter la lourdeur administrative de ces dispositifs. Merci. On peut encore prendre une dernière question. Bonjour. Moi, en fait, c'est pour répondre à la dernière remarque de M. Solou. Je me disais, en fait, finalement, est-ce que toutes les sociétés ne devraient pas être des sociétés à mission? Et après, on va un peu plus loin avec l'agrément ESUS qui, lui, pour le coup, impose beaucoup plus d'obligations. Mais au regard du rapport de l'OTA, je pense que les entreprises ont besoin de représenter autre chose, notamment pour les salariés. Et donc, finalement, on devrait peut-être être tous sociétés à mission.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que là on est en train de regarder quelles sont les labellisations de comportements qui sont un peu vertueux, mais c'est vrai qu'il faudrait faire aussi le chemin inverse et dire, par exemple, moi je prends le cas pour un milieu que je connais bien qui est la tech. On parle de la tech for good, mais je trouve que ce serait intéressant aussi de parler de la tech for evil. C'est-à-dire en fait de tous les gens qui utilisent la tech pour faire n'importe quoi, pour détruire l'environnement, pour fliquer les gens. Donc dans les entreprises à mission, ce qu'il faut voir en décalque, c'est qui sont les gens qui pensent que le profit est premier, qui sont les gens qui polluent. Et ce serait intéressant d'avoir, pas au greffe du tribunal de commerce, hein, d'avoir les deux listes, mais disons que le greffe va tenir la liste des entreprises à mission. N'oublions pas de tenir la liste des entreprises qui font n'importe quoi. Par rapport à votre question, faut-il que toutes les entreprises soient des entreprises à mission? Moi, j'ai un oui, j'ai un non. Alors, je vais être un peu normand, mais j'ai un non, absolument pas, surtout pas. Ça doit être facultatif, ça doit venir d'une volonté, ça doit venir d'une envie, et ça doit être vécu. Ça n'a pas être quelque chose de contraint. Donc, si c'est contraint, ça ne marche pas, c'est pas une mission, c'est contraint. Donc ça doit être vraiment quelque chose qui vient des tripes, entre guillemets, et de l'entreprise et de ses collaborateurs et de ses parties prenantes. Donc si c'est pour tout le monde, bah, ça ne marche plus pour moi. Donc non, ça doit pas être pour tout le monde. Et oui, ça doit être pour tout le monde, mais ça le sera, je pense, et ça le sera avec le temps. Parce que comme vous l'avez évoqué, je pense que la pression de la société civile, la pression des collaborateurs, des gens qui vont entrer en entreprise, feront que celle qui n'a pas de mission, je pense, et j'ai changé ça il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs au sein d'une association d'entrepreneurs, je pense qu'aujourd'hui les entreprises qui n'ont pas de démarche RSE déjà, elles sont mortes dans quelques années, tout le monde n'est pas d'accord, hein. Quelques entrepreneurs, c'est intéressant d'échanger, mais j'en suis intimement convaincu qu'elles vont mourir, et je pense que peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra, celles qui n'ont pas réellement une mission, une vraie mission, disparaîtront. Et puis il y avait une deuxième question dans votre question, c'était une suggestion, en tout cas, j'ai cru comprendre. Vous avez dit, vous avez parlé d'ESUS et vous avez comparé ESUS et entreprise à mission en disant ESUS est supérieur à mission. Pour moi, c'est ni supérieur ni inférieur, c'est différent, c'est autre chose. On peut très bien être ESUS sans être à mission, on peut être mission sans être ESUS, on peut être les deux. Pour moi, c'est deux choses différentes et je ne les compare pas du tout en fait. Merci à tous. Merci.